Bonsoir à tous, bienvenue dans Capital. Ils sont radins, ils ne pensent qu'à eux, ils en veulent toujours plus et bien souvent, ils ont une image arrogante. Ils, ce sont les riches. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Si l'on en croit un récent sondage, les mentalités n'ont pas tellement bougé depuis Louis de Funès et la folie des grandeurs, puisque 82% des Français pensent que nos riches ne donnent pas l'exemple. Toute la soirée, nous allons lutter contre les idées reçues et nous demander ce qu'ils apportent, ou pas d'ailleurs, au pays. La France peut-elle se passer des riches? C'est le thème du Capital de ce soir. En voici tout de suite le menu. Leur nom, leur visage ne vous disent rien. Ils gagnent énormément d'argent, ils font aussi travailler beaucoup de monde, que ce soit dans les travaux publics, Internet ou les grands vins. Vous allez faire connaissance avec ces grandes fortunes souvent méconnues qui affirment faire tourner l'économie. On crée des emplois, on crée dans la balance extérieure de la richesse pour notre pays. Travailler pour un riche, c'est pas donné à tout le monde. Nous allons vous emmener voir comment on forme ceux qui vivent au service de monsieur ou madame. Ils gagnent souvent bien leur vie, c'est vrai, mais c'est pas tous les jours facile. Je vérifie si les ongles sont propres, et les siennes ne le sont pas. Tournez. Faites le nécessaire. Eux mènent leur vie de milliardaires, les pieds dans l'eau. Aux îles Grenadines, dans les Caraïbes, on chouchoute les très grosses fortunes et on fait tout pour les attirer dans ce paradis fiscal. Je pense que je dois payer entre 10 et 20 fois moins que mes confrères ou que l'équivalent des professions libérales en France. Ouais. Mais ces avantages ne sont pas désintéressés et les îles entendent bien profiter de ces habitants hors du commun. Et puis nous irons une nouvelle fois enquêter ensemble. Londres est-elle vraiment en train de devenir la terre d'asile des entrepreneurs français? Nous sommes allés voir sur place. Les riches patrons sont dans le collimateur. L'un d'entre eux, Denis Père, nous parle et répond à toutes les attaques. On est puni, on est stigmatisé pour avoir apporté à la France des emplois, des flux fiscaux, des flux sociaux et en général des belles réussites et une source de fierté. Et ça, c'est pas normal. Et puis un joli bolide 100% français qui coûte 400 000 € pièce. Un caprice de riche? Peut-être, mais qui profite à tout le monde. Quand on pense aux riches, on a toujours les mêmes noms qui nous reviennent en tête. Bernard Arnault, François Pinault ou encore Liliane Bettencourt. Mais il ne faudrait pas oublier les autres. Et ils sont nombreux. Figurez-vous qu'il y a en France plus de millionnaires qu'au Royaume-Uni ou en Suisse. Seulement voilà, l'immense majorité de ces riches-là cultivent la discrétion. Pourtant, ils font largement tourner l'économie et de ça, tout le monde en profite. Portrait de riches peu ou pas connus, signé Sandrine Rigaud. Ouais, mais ça. Quand certains hommes d'affaires discutent avec leur chauffeur. On a pas le droit à la toile. Hein. Ah non, c'est fatal. Hein. C'est fatal. Si vous faites... Moed Altrad, lui, serait plutôt du genre à plaisanter avec ses pilotes. L'avion qui l'attend au bout du tarmac, c'est un peu son taxi personnel. C'est bon, commandant. Allez, on y va. Il le loue à l'année pour pratiquement 1,5 million d'euros. Et ce n'est pas pour le plaisir. En 25 ans, ce grand patron d'origine syrienne a parcouru toute la France et une bonne partie de la planète pour se rendre dans ses 80 sociétés. En fait, c'est pas un vrai luxe, hein, c'est plutôt une nécessité pour être efficace, pour travailler. Vous voyez, là, on part à Rouen, on part de Montpellier, 40 minutes après, on est sur place. À défaut, c'est en voiture, c'est Montpellier à Rouen, c'est 5 heures. Vous ne le connaissez probablement pas, et pourtant Moed Altrad fait partie des plus grosses fortunes professionnelles de France. Avec un patrimoine évalué à 350 millions d'euros, il serait même le 118e Français le plus riche du pays d'après le classement Challenge. Tous les ans, ce magazine publie la liste des 500 premières fortunes françaises. À côté des Bernard Arnault ou des François Pinault, figurent des noms beaucoup moins connus. Ceux de chefs d'entreprise multimillionnaires à la réussite discrète mais fulgurante. 3 d'entre eux ont accepté de nous laisser partager leur quotidien.
Un self-made man, Moed Altrad. Parti de rien, il a bâti seul un empire mondial dans le BTP. Rares les chantiers dans le monde où vous n'avez pas un produit Altrad. Un génie de l'Internet, Pierre Kosciusko-Morizet. À 35 ans, il est devenu richissime grâce à son site de vente en ligne. Bonjour. On pensait qu'on allait conquérir le monde, donc on pensait que ça deviendrait gros. Oui. Et un héritier du Bordelais, Hubert de Boire, qui fait fructifier l'héritage familial. Le domaine appartient à ma famille, qui est une famille implantée ici à Saint-Émilion depuis plus de 200 ans. En plein débat sur l'exil fiscal, alors que les riches sont montrés du doigt, ces trois hommes assument leur fortune au nom des emplois qu'ils créent et de l'argent qu'ils injectent dans l'économie. Nous sommes partis à la rencontre de ces Français enviés et pourtant si mal aimés. Au milieu des oliviers, dans cette petite maison de campagne en plein cœur de Montpellier, nous retrouvons Moed Altrad. Bonjour. C'est depuis ce bureau, qui ressemble à tout sauf à un siège social, que l'homme d'affaires dirige l'empire qui porte son nom. C'est ça, un peu le renfermé. Hein. Difficile à imaginer quand on le rencontre pour la première fois. Voilà mon bureau. Mais en 25 ans, cet homme, qui paraît presque timide, a bâti l'un des plus gros groupes mondiaux dans le matériel de construction. Et sur les murs, un peu partout, il a affiché les trophées de son impressionnante réussite. Vous avez la Légion d'honneur, signée par le président Chirac. Il faut dire que son histoire n'a rien de banal. Il en a même fait un roman, Badawi, bédouin en arabe. Car Moed Altrad est né dans le désert, en Syrie. Il ne sait même pas en quelle année exactement. Il y avait des pistes, si vous voulez. Il y avait l'année 1948, il y avait l'année 1952, il y avait 1956. Donc on ne sait pas, en fait. Mais dans le désert, il n'y a pas d'état civil, d'autant plus qu'un bédouin, ça n'intéresse personne, finalement. C'est l'arabe de l'arabe, quoi. Un bédouin, devenu l'un des hommes d'affaires les plus riches de France. L'histoire est tellement incroyable qu'elle a fait plusieurs fois la une des journaux. Car quand il arrive en France pour ses études, Moed Altrad parle à peine la langue. Mais il est doué et il a le sens des affaires. 20 ans plus tard, avec ses économies, il achète une entreprise d'échafaudage en faillite. C'est le début de la success story. Aujourd'hui, son groupe est un des champions mondiaux de l'échafaudage et le numéro 1 de la bétonnière. Un business qui a fait sa fortune et lui a permis de s'offrir une vie de millionnaire. À quelques mètres de son siège, dans un parc de 2 hectares en pleine ville, voici sa maison. Un magnifique hôtel particulier avec piscine à débordement. Le businessman ne se refuse rien, ni les voitures de luxe, ni la piscine intérieure chauffée, avec transat, un peu comme dans un palace. Et s'il n'a pas de problème à assumer sa fortune, c'est que Moed Altrad est fier de sa réussite. Bonjour. Et il n'est pas le seul. Sa femme, Anne-Catherine, est sa première admiratrice. C'est elle qui lui a acheté ce fauteuil imposant de style syrien. C'est moi qui lui ai offert ça. Parce que ça faisait trône. Et je trouvais que ça lui allait bien. Ouais. Pour moi, c'est une chaise que tu as son image. C'est tout bête, hein. Le couple a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison, car malgré les polémiques, la fortune ici n'est pas taboue. Pour les Altrad, elle est le résultat de 25 ans de travail, et il n'y a pas de mal à en profiter. Tu vois, quand Moed a décidé d'acheter une Ferrari, il a beaucoup hésité, il a hésité longtemps. Et c'est même moi qui l'ai poussé en lui disant « Mais tu fais que travailler, tout le temps, si tu veux te faire plaisir, mais fais-toi au moins fais-toi ce plaisir. Quoi. Ça fait longtemps que tu veux une Ferrari. Achète-toi une Ferrari. » Car sa fortune, Moed Altrad l'a construite de ses mains. En s'enrichissant,
Il a créé un immense groupe industriel de 7000 personnes, présent dans une vingtaine de pays dans le monde et dont le chiffre d'affaires devrait frôler les 750 millions d'euros cette année. Et s'il y est arrivé en partant de rien, ce n'est pas par hasard. Derrière l'homme apparemment réservé se cache un redoutable businessman qui gère son entreprise d'une main de fer. Cela se vérifie à chaque fois qu'il se rend dans ses filiales. Ce jour-là, une usine de bétonnière à Roanne. Hop. L'une des premières sociétés achetées par l'homme d'affaires il y a 25 ans. À l'époque, ils étaient à peine 50 à travailler ici. Aujourd'hui, ils sont 3 fois plus. Mais si Moed Altrad a fait le déplacement, c'est que l'entreprise connaît de grosses difficultés. Et le patron vient demander aux salariés d'être beaucoup plus productifs. Il est venu rencontrer les délégués du personnel et d'emblée, sans prendre de pincettes, il va aller droit au but. Donc c'est pas une bonne année. On a fait 52 millions, c'est-à-dire 7-8% de moins que ce qu'on a fait l'année d'avant. C'est énorme. Probablement parmi les sociétés les plus mauvaises. Des résultats en chute libre par rapport au reste du groupe. Pour l'homme d'affaires, ça ne va pas du tout. Ce qui était assez hier, il n'est plus aujourd'hui. Il faut faire plus. Ça passe par des sacrifices à votre niveau. Et il faut travailler plus. Hein, et malheureusement, c'est comme ça pour gagner la même chose. Parce que voilà, c'est un discours qui n'est pas encourageant, mais il est réaliste. Vous êtes quand même conscient qu'on a certaines difficultés quand même. Oui, mais aujourd'hui, tout augmente à un moment donné. Les gens, ça devient difficile tous les mois. On est bien obligé à un moment donné de défendre notre beefsteak. Mais le patron va rester inflexible. Il a fait le calcul depuis longtemps. Avec ses filiales partout dans le monde, continuer de produire en France est pour lui de moins en moins rentable. Si on prend que l'intérêt économique, il faut mettre une croix sur cette société. Parce que vous payez votre salarié 40 € de l'heure chargée. Le même salarié en Allemagne, il coûte toujours 40 €. Le même dans nos usines à Altrad, en Pologne, il coûte 14 €. Le même en Tunisie coûte 8 €. Le même en Chine, il coûte peut-être 1 €. Vous voyez, donc vous avez un choix entre 40 € et 1 € dans le monde. Sauf que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a cette volonté de rester là où nous sommes, parce que nous sommes en France et c'est un groupe français. La voie est douce, mais la menace à peine voilée. Car l'homme n'a pas d'état d'âme, et c'est à ce prix qu'il a construit son empire. Un groupe qui emploie 2500 personnes dans notre pays. Retour. Et qui paie tous les ans environ 80 millions d'euros d'impôts et de taxes. À ses yeux, la meilleure réponse aux éventuels détracteurs, à l'heure où certaines grandes fortunes font la une des JT. Casse-toi, riche con, c'est la une de Libération aujourd'hui. Le quotidien s'attaque ainsi à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Les critiques sur les riches, d'autres millionnaires les balaient aussi. Ils mettent en avant l'argent qu'ils injectent dans des entreprises qui se créent. Parfois même, c'est toute leur fortune. C'est le cas de ce jeune surdoué de l'Internet, Pierre Kosciusko-Morizet. Il a déjà investi des millions dans des startups. Ouais. Si vous ne le connaissez pas, vous connaissez peut-être sa sœur, Nathalie Kosciusko-Morizet, une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Et très probablement, le site qui a fait sa fortune, Price Minister, un site de vente en ligne sur Internet, sur lequel on trouve tout et n'importe quoi. De la ceinture de danse orientale à la cheminée, en passant par le ballon gonflable de piscine. Bonjour. On va tout de suite démarrer par les chiffres. Aujourd'hui, l'homme de 35 ans dirige une équipe de 250 salariés. On ne sait pas exactement quand. Vous pouvez reprendre une activité normale. Bonne semaine. Mais quand il se lance il y a 12 ans, avec 4 amis, le pari est risqué. Et la mise de départ plutôt modeste. Comment on organise les développements, c'est assez visuel. Salut Swan. Hello. Ça va? On n'avait pas d'argent de côté, donc moi j'avais fait un prêt étudiant.
Et en gros, on avait 40 000 euros à 5. C'était une société anonyme à 40 000 euros. Mais avec son site, l'un des premiers en France à mettre en relation des vendeurs et des acheteurs, Pierre Kosciusko-Morizet est persuadé de tenir la bonne idée. L'intuition paye. 10 ans plus tard, il revend sa société à un géant japonais, Rakuten. Pour lui, c'est le jackpot. Et ça vous a rapporté combien, vous, de vendre Price Minister? Moi, à titre personnel, on a vendu la société 200 millions d'euros et j'avais un peu moins de 20%. Ça fait à peu près 40 Donc millions. il faut faire le calcul. C'est ça, un peu moins de 40 millions? Mais ouais, en fait, avant impôt, un peu moins de 40 millions d'euros. Ouais. Oui, ce qui est génial. 40 millions d'euros, une somme que le néo-millionnaire a réinvestie presque intégralement. Il finance aujourd'hui une 30aine de sociétés. Et pour lui, ce n'est pas juste un passe-temps. Quand il n'est pas au bureau, il passe ses journées au téléphone, à gérer tous ses investissements. Ouais, c'est assez classique, si tu veux. C'est une forme de carry d'interest. Car il veut savoir comment est utilisé son argent et s'assurer que ses placements lui rapportent un jour. Bonjour. Novapost est l'une des premières boîtes sur lesquelles il a misé. La société, qui emploie aujourd'hui une 40aine de personnes, est la première à avoir lancé les fiches de paye électroniques il y a 5 ans. Pierre Kosciusko-Morizet croit tellement au concept qu'il a déjà mis 1,5 million d'euros dans l'entreprise. Ça va. La forme. Mais en échange, il vient régulièrement voir les 2 jeunes patrons qui lui font des comptes rendus très précis sur les résultats de la boîte et les derniers contrats décrochés. C'est-à-dire qui ont fait soit de la GED, donc qui était on a signé à peu près 25 clients depuis 3 mois, donc on connaît une vraie accélération du business. Les chiffres sont bons, mais l'investisseur ne va pas lâcher ses 2 poulains. Quand il vient, c'est aussi pour donner son avis sur la stratégie, et ça peut aller très loin. Il se mêle absolument de tout, y compris des recrutements. Pour moi, les commerciaux font recruter le plus possible. T'en auras jamais trop, quoi. Donc, mais que des très bons. Plusieurs mauvais, en fait, ils te grillent des contacts. Le truc, c'est que c'est très compliqué de recruter les bonnes personnes. Fais-moi un mail et je vais te passer. S'il est aussi impliqué, c'est que Pierre Kosciusko-Morizet ne veut prendre aucun risque. Son investissement peut rapporter gros, mais rien n'est garanti. Si la boîte fait faillite, il perd son 1,5 million d'euros. Et pourtant, il préfère largement prendre ce risque qu'acheter des immeubles ou placer sa fortune à la banque, par exemple. On confie l'argent des entrepreneurs, on ne sait pas quand on le reverra, on ne sait pas si on le reverra, on ne sait pas combien on reverra. En revanche, on sait qu'il sert à quelque chose. Alors que voilà, quand il est placé par des trucs un peu plus virtuels, d'actions, d'obligations, etc., c'est une ligne sur un compte en banque. Donc pour moi, ce n'est pas de l'argent qui sert à quelque chose, quoi. Cette activité d'investisseur, c'est la principale raison pour laquelle le jeune millionnaire a immédiatement accepté notre reportage. Salut Pierre, merci. Ouais. Car avec les nouvelles mesures fiscales, il va payer beaucoup plus d'impôts. Désormais, si son investissement dans une boîte lui rapporte une grosse somme d'argent, 60% de ce qu'il aura gagné sera prélevé, 2 fois plus qu'avant. Pour lui, c'est trop, et il n'est pas le seul à le penser. Avec d'autres investisseurs, il a participé à une révolte de jeunes entrepreneurs contre ces nouveaux impôts. Une fronde qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, le mouvement des pigeons. Rendez-vous le soir même, dans un triplex en plein cœur de Paris. Sinon, vous nettoyez les girolles et moi je les découpe. Ambiance, dîner à la bonne franquette entre potes. Et pourtant, à part nous, il n'y a que des millionnaires dans la pièce. Pierre Kosciusko-Morizet et 2 autres fondateurs de Price Minister. Notamment son cousin, qui reçoit ce soir. Du beurre, de l'ail. Ouais, super. Gagner de l'argent avec Price Tous sont devenus riches en revendant leur site et tous réinvestissent une bonne partie de leur fortune dans des petites sociétés. Pour eux, des impôts, surtout en temps de crise, d'accord, mais pas sur de l'argent qui sert, selon eux, à créer de la richesse. Prendre des impôts sur de l'argent qui dort à la banque, se dire on va prendre l'ISF parce que cet argent dort, il ne sert à rien, je comprends assez bien.
Dire quelqu'un qui investit dans une PME, sachant que la PME va tout dépenser, en fait investir en salaire, en marketing, en frais commerciaux, etc. C'est de l'argent qui va rejaillir dans toute l'économie, qui va irriguer toute l'économie. Dire que sur cet impôt, on va ensuite prendre 60% des bénéfices, c'est incroyable. Pour l'instant pourtant, aucun d'entre eux ne se dit tenté par l'exil fiscal. En revanche, ils sont en première ligne pour observer le phénomène. Et d'après eux, de plus en plus de créateurs d'entreprises et d'investisseurs quitteraient le pays. On n'est plus du tout sur la gauche ou la droite. C'est juste une erreur stratégique de gestion. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que je vois des jeunes qui partent créer leur entreprise ailleurs. Et donc, c'est pas comme quelqu'un qui a créé des emplois en France et qui part avec un sac d'euros le dépenser en Suisse. C'est quelqu'un qui ne va pas créer d'emplois en France. C'est beaucoup plus grave. Quelqu'un, au fond, qui achète un paquet d'actions du CAC 40, qui l'achète depuis la Suisse ou depuis la France, ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un qui a investi son argent à l'étranger ou qui crée une entreprise à l'étranger, bah, s'il y en a beaucoup, ça va être la mort de l'économie française. Et ça, c'est un problème. Pour PKM, comme on l'appelle quelquefois, l'économie française ne peut pas se passer d'entrepreneurs et d'investisseurs comme lui. D'autres grandes fortunes, elles, mettent en avant le patrimoine qu'elles font fructifier. Hubert de Boire fait lui aussi partie du club très sélect des plus grosses fortunes. Vous allez où? Il serait le 204e Français, le plus riche du pays. Ça va? Car il est à la tête de l'un des plus beaux vignobles français. Ouais, ça va. Château-Angélus, à une trentaine de kilomètres de Bordeaux, à Saint-Émilion exactement. Quelques hectares de vignes dont il a hérité et qui sont estimés à environ 200 millions d'euros. Alors, passe bien? Le raisin, il est tombé dedans tout petit. Depuis, c'est toute sa vie et pendant les vendanges, son seul menu. C'est une cure, faudrait demander au diététicien si c'est bien, mais c'est 4 à 5 kilos de raisin par jour. Ouais. Donc en fait, c'est que raisin, quoi. Il y a un bon petit déjeuner, puis après c'est que raisin la journée. Ça dure 15 jours, alors après ça va. Car Hubert de Boire fabrique lui-même son vin. Toute l'année, il travaille dans ses vignes. Voilà. Didier, on a combien de cagettes là? Car il doit produire un vin à la hauteur des attentes et investir en permanence pour valoriser la richesse dont il a hérité. Car le vin, c'est aujourd'hui le produit français le plus exporté après les avions. Et pour Hubert de Boire, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires les bonnes années. Mais comme 95% de son vin est vendu à l'étranger, il doit sans cesse conquérir de nouveaux marchés. Et en ce moment, tous ses efforts sont concentrés sur un pays, la Chine. Ce jour-là, justement, il reçoit de riches clients chinois. Et son opération séduction va commencer dès la descente du bus. Enchanté, Erika. Très heureux. Ma fille, my daughter. Il a demandé à sa fille de leur préparer un petit mot d'accueil très personnalisé. Pour plaire à cette clientèle fortunée, la jeune femme a appris le mandarin. Je pense que l'effort est salué et c'est quelque chose d'un petit peu inattendu, donc auquel ils sont très sensibles. Et ce n'est pas tout. Hubert de Boire a prévu la totale pour épater ses clients venus de si loin. D'abord, une visite guidée de la salle de tri où sont sélectionnés les meilleurs grains. Les Chinois apprécient beaucoup. Appareil à la main, ils veulent absolument tout photographier. Les petites mains qui travaillent sur ces machines. Et même l'idéogramme de Château-Angélus, bien en évidence sur le parcours de la visite. Et après avoir joué les guides de luxe, Hubert de Boire se prête volontiers à l'inévitable séance photo. Grand succès. Un succès obtenu grâce à un tour de force. Il y a quelques années, en échange de caisses de bouteilles, il a réussi à placer son vin dans l'un des films les plus regardés au monde.
voulait dire que ce n'est qu'affaire de probabilité et de risque. James Bond, qui déguste un château Angélus dans Casino Royale. Ça pourrait presque passer inaperçu, mais depuis la sortie du film, Angélus est devenu en Chine, grâce à cette scène, le vin de James Bond. Que votre beauté pose problème. Et si l'héritier a su se transformer en un commercial hors pair, c'est que pour vendre un vin, à 300 € la bouteille en moyenne, il faut savoir toucher les clients les plus fortunés. Et aujourd'hui, c'est surtout en Chine qu'il se trouve. La Chine, ça représente un gros marché pour vous? Pour Angélus, beaucoup, oui. Parce que on ne sait pas très bien, mais aux alentours de 40% aujourd'hui de ce qu'on vend est vendu en Chine. 40% de clients chinois, presque un consommateur de château Angélus sur 2. Mais être un bon commercial, ça ne suffit pas. Hubert de Boire est aussi un chef d'entreprise. Il emploie 20 personnes et doit sans cesse investir. Sa dernière dépense, des travaux de rénovation de tout le bâtiment pour transformer la vieille propriété familiale, cette bâtisse agricole sans charme, en ce qui ressemblerait plus à un château. Cela a un coût, au moins 7 millions d'euros. L'objectif, promouvoir encore l'image de son vin pour mieux le vendre et valoriser le patrimoine familial. On a mis un magnum. Car Hubert de Boire n'est pas tout seul. Loin de là, tous les membres de sa famille sont également propriétaires. Tu as fini tes vendanges? Chez lui, ce jour-là, il a réuni les actionnaires les plus importants. Son père, à gauche, et son oncle, propriétaire depuis 1924. Au début, la famille possède moins de 2 hectares. Je connais ça. Combien? 1 hectare 90. Pas plus que ça? Mais mon pauvre ami, j'ai tous les dossiers. À cette époque, les de Boire ne sont pas encore multimillionnaires. T'as entendu ce qu'il a dit ton grand-père? Est-ce que vous auriez imaginé un jour finir dans le classement des plus grandes fortunes françaises? Oh, je vous dirais que ça. Il y a le plus gros, vous savez. Hein? Rothschild est plus gros que nous. Les anciens jouent les faux modestes, mais dans le climat actuel, le fils, lui, éprouve le besoin de se justifier. On n'a pas du tout ce sentiment qu'on est des gens qui usurpent quoi que ce soit à qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On crée des emplois, on crée de l'image sur la France, on crée dans la balance extérieure de la richesse pour notre pays, et on vit, oui, bien, mais enfin, je veux dire, on vit très simplement. Pas question d'être mis dans le même panier que les ultra-riches qui ont pu faire la une de la presse. Vous êtes tous les deux nés ici, vous, dans cette maison. Et surtout, les de Boire répètent à qui veut l'entendre qu'ils ne sont pas prêts à vendre la propriété familiale pour aller s'exiler en Belgique ou en Suisse. Ils restent en France, comme tous ceux que nous avons suivis dans ce reportage. Moed Altrad, le roi de l'échafaudage et de la bétonnière, se consacre à sa nouvelle passion. Pas les voitures de luxe, même s'il aime toujours rouler en Ferrari, mais le rugby. Car l'homme d'affaires a acheté le club de sa ville, Montpellier, qui était en faillite. Une petite folie qui lui a déjà coûté 7 millions d'euros. Bonjour. Ah ben ça c'est François. Salut. À 800 km de là, Pierre Kosciusko-Morizet, le fondateur de Price Minister, s'est associé à 70 autres entrepreneurs pour financer des start-up, avec l'espoir que l'argent investi rapportera gros. À Saint-Émilion, depuis notre premier passage, les travaux ont avancé. Voilà, donc c'est... Voilà, ça... Le nouveau clocher de la propriété a été baptisé par une célébrité locale, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux. Un récent classement a propulsé les de Boire dans le top 4 des Saint-Émilion. Depuis, leur vin se vend 30% plus cher qu'avant.
Acheter une paire de chaussures sur mesure à 4 500 €, un sac à 20 000 ou une voiture à 500 000, ça peut paraître délirant, indécent ou choquant. Et pourtant, c'est utile. La consommation des riches pèse sur l'économie, on peut même dire qu'elle soutient cette économie. Et accessoirement, ça permet de créer ou de préserver des emplois. Démonstration. Leurs caprices font des emplois. Maroquinerie, joaillerie, haute couture, l'industrie du luxe fait vivre aujourd'hui plus de 150 000 personnes dans le pays. Et c'est un secteur qui continue à bien se porter et donc à embaucher. D'ailleurs, la France reste leader sur ce marché et il y a même quelques petits nouveaux qui font le pari du haut de gamme Made in France. Cette voiture, vous ne l'avez encore jamais croisée sur vos routes et c'est bien normal puisqu'elle ne sera commercialisée que l'an prochain. Mais déjà, elle occupe à plein temps pas mal de monde dans cette usine située du côté de Nevers dans la Nièvre. C'est là-bas que depuis plus de 2 ans, toute une équipe travaille à la conception de ce petit bolide, 100% électrique, et qui devrait coûter plus de 400 000 € pièce. À l'origine de ce projet, Luc Marchetti, ingénieur automobile, il a même travaillé avec Alain Prost, et il a une idée très précise de sa future clientèle. Qui sont vos clients? Les amoureux de l'automobile, des collectionneurs, des gens qui aiment la technologie, qui ont la surface financière, effectivement. Principalement des étrangers, puisque la voiture est principalement prévue à l'export. Ici, on pense luxe de A à Z, du matin au soir. Et c'est tout le dispositif industriel qui s'est adapté à cette clientèle à part. Ça commence dès la conception du véhicule. Monsieur, ça change quoi pour vous de faire du très haut de gamme? Ça veut dire quoi? C'est plus intéressant parce qu'on travaille quand même avec des matériaux plus nobles. Les contraintes ne sont pas les mêmes. On va dire qu'on s'autorise sur du haut de gamme, je pense, à aller plus justement vers quelque chose de plus abouti. Mais non, on ne dirait pas une usine, on dirait une concession ici. Non, effectivement, pour bien travailler, il faut travailler dans le propre. Ah ouais, c'est plus que propre, c'est rutilant. Pour avoir une chance de réussir dans le très haut de gamme, il y a un impératif, prendre son temps. Forcément, ça coûte plus cher. Les 68 salariés de la maison sont plutôt mieux payés qu'ailleurs, entre 15 et 20% de plus. Mais attention, ils ne sont pas payés pour faire vite, mais pour faire impeccable. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi, vous, là? Donc, je suis le peintre et j'enlève les petites imperfections qu'il y a sur la peinture. Combien de temps sur une pièce comme ça? On va dire 3-4 heures, enlever des petits grains comme ça. Ah, juste pour gratter les petits grains? Oui. Accessoirement, cette partie-là sur laquelle vous allez passer 3 ou 4 heures, on la voit pas? Non. Non, elle ne se voit pas. Parce que là, c'est caché, c'est enveloppé dans les ailes arrière. Vous faites un boulot d'artisan peintre, en fait. Là. Oui, tout à fait. Vous ne verrez pas ici un seul robot. Tout est fait ou assemblé à la main. Fauteuil, habitacle, planche de bord. C'est Laurence et personne d'autre qui coud la moindre pièce en cuir de ces voitures. Vous faites quoi là, Laurence? Alors là, je fais un sur-tapis. Une tâche qui lui demande énormément de patience. C'est combien d'heures de boulot? En temps, là, il faut compter à peu près, pour une voiture complète, à peu près 160 heures de travail. C'est très méticuleux. Pas étonnant finalement qu'au total, l'assemblage d'un seul véhicule prenne plus de 300 heures. Ils viennent d'où tous ces cuirs là? Ils sont bons d'ailleurs. De tannerie française. Tout, 100%? Tout. Tous nos cuirs sont 100% français. Mais toutes les pièces de la voiture sont-elles françaises? Il est temps de vérifier si la réalité correspond bien à la promesse. Bon alors, interro surprise. Bon, le pneu, c'est pas dur, c'est marqué dessus, c'est Michelin, c'est français. Effectivement. On est d'accord. La vis, là, qui est bizarre. C'est une vis qui est sous-traitée à Périgueux. C'est des vis françaises, ça? Françaises, dessinées ici. Ce sont des vis spécifiques pour la furtive, IGT. Ah, les petits trous, c'est une question de look ou ça sert à quelque chose? D'allègement, mais également d'esthétisme, avec un pied de rétroviseur également usiné dans la région. Les jantes? Les jantes Italie. Ces jantes, italiennes donc, ne changent pas grand-chose au final. Une très grande partie de la voiture est fabriquée en France et le reste, c'est en Europe. Ça se traduit en emplois, ceux de l'usine bien sûr, mais pas seulement. Les sous-traitants en profitent aussi et il suffit de faire 200 mètres pour tomber sur une entreprise à qui Hexagone a donné du boulot. Une société qui travaille sur l'aérodynamisme des véhicules. Bonjour. Bonjour.
Thomas Soto. Alexis Lapouille, enchanté. Alexis, bonjour. Ben, elle est là aussi alors, hein, c'est la Elle même. est là aussi, c'est la même. Bonjour. Ça a occupé combien de personnes, pendant combien de temps? On est une dizaine de personnes et tout le monde a mis la main à la pâte. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet? 1 an et demi à peu près, ouais. Luc, vous avez combien de sous-traitants? Vous avez fait travailler combien de sous-traitants sur ce projet? Une bonne centaine sur le projet, dont 80% régionaux, et en tout cas sur le territoire. La création de cette voiture a déjà généré ou préservé près de 200 emplois en France. Et sans doute beaucoup plus demain, grâce à ses clients très fortunés qui, dans le monde entier, rouleront dans ce bolide bien de chez nous. Luc a déjà sur ses carnets une soixantaine de précommandes. Et ça, c'est du travail garanti pour les 2 prochaines années, au moins. Quand on en a les moyens, on aime bien avoir le luxe, le confort partout où l'on va, que ce soit à la maison ou à l'hôtel. Pour ça, les grandes fortunes embauchent. Alors ça va du pilote du jet privé de monsieur à l'esthéticienne personnelle de madame. Mais attention, avoir les clés de l'entrée de service, ça se mérite. C'est pas donné à tout le monde, car chez ces gens-là, on n'embauche pas n'importe qui. Emmanuel Kreutzer s'est donc demandé comment on pouvait aujourd'hui devenir majordome ou décrocher un de ces jobs d'exception qui, par parenthèse, sont souvent très bien payés. Mettez-vous au garde à vous. Repos, garde à vous. Les ordres sont stricts. Ici, quand le chef est à la baguette, personne ne bronche. Nous sommes à quelques minutes du service du dîner. Robert passe ses troupes en revue. Vous trois, resserrez votre cravate. Rigueur, tenue, mais surtout hygiène. Dans ces moments-là, mieux vaut mettre sa fierté de côté. Je veux voir votre chemise blanche. Montrez-moi vos mains. Tournez. Bien. Tournez. Qu'est-ce que vous vérifiez là? La propreté de leurs ongles. Les vôtres ne sont pas propres. Tournez. Occupez-vous-en. Oui, monsieur. Rapidement. À la pause. Bien, monsieur. Robert est particulièrement exigeant parce que ces hommes et ces femmes sont des apprentis. Dans quelques semaines, ils seront au service des plus grandes fortunes de la planète. Pour cela, ils ont choisi un métier peu connu, que beaucoup imaginent disparu, hormis peut-être au cinéma, majordome. Robert est particulièrement exigeant parce que ces hommes et ces femmes sont des apprentis. Dans quelques semaines, ils seront au service des plus grandes fortunes de la planète. Pour cela, ils ont choisi un métier peu connu, que beaucoup imaginent disparu, hormis peut-être au cinéma, majordome. Une profession so-british qui évoque de luxueuses demeures. Dans ce film, l'acteur Anthony Hopkins incarne un majordome de l'Angleterre des années 30. Un homme de confiance, serviteur discret, entièrement dévoué au bien-être de son riche employeur. Il est surtout de tous les domestiques le plus gradé, et c'est à lui que revient de commander les autres employés de maison. Imaginez que vous êtes à la tête d'un bataillon, même si vous n'avez qu'à remplir des bouillottes d'eau chaude. Chacun a sa tâche particulière, chacune sa tâche particulière, selon le cas bien sûr. Cuivre, briques, argenterie étincelante, acajou, lustrés comme des miroirs. Ce métier prestigieux, de nombreux candidats rêvent encore aujourd'hui de l'exercer. Mais pour être embauché par les grands de ce monde, il faut afficher de solides références. Cela commence en général par des écoles très sélectes. Ici, aux Pays-Bas, tout près de la ville de Maastricht, on trouve l'une des formations de majordome les plus réputées en Europe. Pour y assister,
il faut pénétrer dans ce château du XVIe siècle. Bordé d'un superbe jardin à la française. Un lieu qui, tous les matins, accueille à 9 h précises une quinzaine d'étudiants venus du monde entier. Celui qui doit les former, c'est Robert Vénéquès, un ancien majordome qui mène ses troupes d'une main de fer. Vous êtes prêts à aller vous changer? Il ne manque jamais une occasion de les mettre à l'épreuve. Oui? Tous? Allez-y. Ce matin, il s'agit de changer de tenue en moins de 5 minutes. Parmi les élèves, une jeune Française, Olivia, 26 ans. Olivia, pourquoi est-ce qu'on vous demande de vous habiller si vite? Parce qu'il faut qu'on soit capable d'être impeccable au dernier moment. Donc il faut changer toujours au dernier moment. Ça peut vous arriver plus tard? Oh oui, énormément. Vous croyez? Énormément. Leur apprentissage va durer 2 mois, tambour battant 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures par jour. 3, 2, 1. Bravo. Olivia et les autres vont apprendre toutes les ficelles du métier, à commencer par des règles de savoir-vivre extrêmement précises. Tout va bien? Puis-je vous toucher? Vous aviez plein de peluches sur le visage. On demande toujours permission avant de toucher quelqu'un. Il y a toujours une meilleure là-dessus. Toujours bien élevé, mais aussi parfaitement polyvalent, le majordome doit savoir tout faire dans une maison. Alors les chiffons. Y compris les tâches ingrates. Alors pour les étudiants, la journée commence immanquablement dans le placard à balai. On arrive et on a 3/4 d'heure, dépendant de l'horaire, pour laver. Mais c'est la priorité, laver le château. Avant d'arriver ici, Olivia occupait un poste commercial dans un hôtel. Devenir majordome, c'est pour elle un sacré changement de vie. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Cette jeune chinoise, Mademoiselle Wu, a fait des études de management. Monsieur Connelly, un Américain de 60 ans, était quant à lui marin. Ils avaient des situations confortables qu'ils n'ont pas hésité à quitter pour venir suivre les enseignements de Monsieur Vénéquès. Ne perdez pas votre sourire. Souriez, souriez. Ce jour-là au programme, le b.a.-ba du majordome, le service plateau à la main. L'idée est de conserver son maintien en toutes circonstances lorsqu'on apporte à boire à des convives. Vous portez le plateau trop bas parce que vous avez peur que les verres tombent en avant. Donc vous le portez vers vous, mais c'est là que les verres tombent. Pour s'assurer que leur maintien est bon, Monsieur Vénéquès a des méthodes bien à lui. Protégez votre plateau, protégez. Oh, désolé. Je visais vraiment votre plateau. Ces méthodes sont le fruit d'une vingtaine d'années passées à travailler comme majordome auprès de grandes fortunes aux 4 coins du monde. Aujourd'hui encore, il continue d'appliquer les règles imposées par sa fonction. Il n'y a pas beaucoup de photos que je peux vous montrer. Il y a celle-ci que j'ai choisie pour des raisons évidentes. Parce que vous n'avez aucun moyen de savoir qui est mon employeur sous ce costume de Père Noël. J'ai travaillé pour des gens très riches et connus, donc je ne peux pas vous montrer d'autres photos ni vous donner de noms, car c'est un milieu où on tient beaucoup à la discrétion. Pour bénéficier aujourd'hui de l'expérience de M. Vénéquès, Olivia et les autres élèves ont payé chacun près de 14 000 € les 2 mois de formation. C'est le prix de 2 années complètes dans les meilleures écoles hôtelières. La jeune Française a carrément dû emprunter cette somme à sa maman. C'est à ce prix qu'elle va pouvoir concrétiser son rêve de servir à son tour les grands de ce monde. Quand on t'explique ce que c'est le métier d'un butler, tu vois
de luxe, t'occuper de maisons, de voitures, de jets privés, c'est très intéressant. Ça fait rêver, ça vous fait rêver. Oui. Surtout, Olivia espère gagner 3 à 4 fois ce que lui rapportait son travail dans l'hôtellerie. Ça peut aller jusqu'à combien, le salaire de majordome? Dans les 15 000 par mois. Oui, 15 000, facilement. Ça peut commencer par mois, d'après ce que nous, on nous a expliqué, 5 000. C'est un beau salaire. Mais pour atteindre un tel niveau de rémunération, Olivia devra faire partie des meilleurs et réussir les nombreuses épreuves qui vont jalonner sa formation. L'une d'elles va se dérouler dès ce soir. Tout doit être placé au millimètre sur la table en vue d'un grand dîner. Celui-ci se tiendra avec de vrais invités et c'est la jeune Française qui va devoir le superviser. Une responsabilité qui a l'air de la chambouler un peu. Vous avez vérifié qu'il y avait du beurre à la cuisine? Non, monsieur, il est sur la table. Sur la table? Non, pardon. Moi, je vous parle du beurre. Pour réussir ce dîner, il va falloir organiser un vrai ballet. Cela commence dès l'accueil des convives. Un accueil digne des grands restaurants. Il s'est fermé. Ou presque. Il reste quelques petits détails à régler pour les étudiants. L'hôte ce soir, c'est Monsieur De Gartz, un important homme d'affaires de la région. Il a invité une quinzaine d'amis à dîner. Alors il attend bien sûr que tout soit parfait. Pour Olivia, c'est l'occasion de gagner ses premiers galons de majordome. Allez, et souriez. Et visiblement, la jeune Française s'y voit déjà. In 5 minutes. Il y a de la lumière, l'illumination, le service, comment on sert, je trouve ça magnifique. Ça n'a rien à voir avec le service d'hôtellerie de restauration normale. C'est vraiment... Il n'y a qu'à voir la table. Mais pour l'instant, le directeur de l'école est loin d'être aussi enthousiaste. Monsieur Vénéquès a repéré des erreurs de service qu'il vaut mieux éviter quand on travaille dans le grand monde. Il va discrètement demander à ses élèves de rectifier le tir. Certains verres de vin sont trop remplis. Pour un amateur de vin, il n'y a rien de pire. C'est du vin, c'est quand même pas de la bière. Did you splash yourself as well? Olivia et son équipe vont avoir l'occasion de se rattraper quelques minutes plus tard, au moment du plat principal. Le service sous cloche, c'est traditionnellement le moment phare d'un grand dîner. Mais pour cela, il faut que tous les gestes soient parfaitement coordonnés. Sinon, l'effet risque d'être gâché. Applaudissements dans la salle et en coulisses, félicitations du patron, version sergent-instructeur. Restez ici. Tous. C'était foutrement brillant ce que vous venez de faire. Merci. Pour Olivia, l'examen de passage est réussi. My lords, ladies and gentlemen. Mais une fois diplômée, la jeune Française et ses collègues auront une autre épreuve à passer. Il va leur falloir trouver une place, et une bonne, ce qui est loin d'être aisé. Dans une petite rue du 17e arrondissement de Paris, une plaque des plus discrètes. Ok, j'arrive. Ici se trouve un cabinet de recrutement auquel des clients fortunés font appel lorsqu'ils cherchent du personnel de maison haut de gamme. Raphaël Bouleg, 30 ans, est spécialiste en ressources humaines. C'est les deux personnes qui ont rendez-vous ce matin. Ça c'est 11h, ça c'est 11h30. Il a été chargé par un chef d'entreprise parisien
de lui recruter un majordome avec beaucoup d'expérience. Salaire de base, 3 000 €, nourri-logé. Mais monsieur reçoit beaucoup, alors avec les heures supplémentaires, cette rémunération pourra vite grimper. Écoutez, je vous en prie, installez-vous dans la salle juste ici. Ce jour-là, l'agence va recevoir 3 candidats pour ce poste. Pour déterminer lequel est le meilleur, Raphaël va les cuisiner chacun pendant plus d'1 heure. Le premier majordome à se présenter est justement quelqu'un de très expérimenté. J'ai eu la chance de commencer en tout cas ma carrière dans le monde privé en tant que chef de cabine sur un jet privé, qui a continué sur le fait d'être majordome. L'homme a beaucoup voyagé et il a dirigé des résidences aux 4 coins du monde. A priori, c'est plutôt un bon point pour lui. Mais Raphaël a noté un petit souci sur son CV. Il y a une chose qui est criante, évidemment. Vous avez une belle expérience, mais c'est vrai que vous avez une multitude d'expériences. En fait, ce majordome n'est jamais resté en poste plus de quelques mois chez un client. Ma clientèle ne souhaite pas que vous restiez 6 mois, souhaite que vous restiez 3, 5 ans, 10 ans. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme élément rassurant auprès d'un client? Je m'engage personnellement à ce que ce soit en année, mais véritablement, et pas en mois. D'accord. Mais malgré les promesses du candidat, Raphaël redoute qu'il ait à nouveau la bougeotte une fois entré chez son client. Niveau fidélité, le candidat suivant semble en revanche présenter de bonnes garanties. Monsieur Arpineau n'a quitté son précédent emploi que contraint et forcé après le décès de l'aristocrate qui l'employait. Vous avez donné plus d'indications? Ce majordome de 53 ans a un autre avantage, c'est un touche-à-tout. Vous avez un autre rendez-vous, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez d'autre comme corde à votre arc? Alors, la cuisine aussi. D'accord. Chauffeur. D'accord. Monsieur Arpineau affirme également ne pas rechigner devant les tâches ménagères. Pourtant, il va très vite caler face à un petit exercice pratique. Vous savez comment on plie un costume pour un départ en vacances, par exemple? Dans les manches. D'accord. Manche dans manche. Si je vous donnais ma veste, par exemple, vous pourriez sans problème le faire ou ça vous embête, hein, dites-moi. Hein. Je vous force pas, si vous laissez... D'accord, il n'y a pas de problème. Devant l'embarras du candidat, Raphaël n'insiste pas. Mais il sort de l'entretien avec une impression mitigée. Je lui ai fait le coup de la veste, hein. Je lui ai donné ma veste. Et je lui ai demandé qu'il l'applique comme si je partais en voyage. Oui. Il a refusé de le faire. Peut-être que le fait d'être devant moi, ça l'a stressé, mais il y en a qui le font, quoi. Donc, il t'a dit qu'il le faisait chez ses anciens... Normalement, pour un majordome classique, ça va être qu'une formalité. Hein. Une formalité dont le troisième candidat va s'acquitter bien volontiers. En quelques secondes, la veste de monsieur est prête à entrer dans une valise. Le candidat va même échapper au piège tendu par le recruteur. Très bien, donc après vous le repliez une dernière fois peut-être par rapport à la taille de la... Si la valise est un peu plus petite, vous pourrez la replier éventuellement en une fois ou vous faites comment? Si la valise ne la replie pas, sinon elle va se... D'accord. Elle va se froisser, elle va se couper. D'accord, donc vous la mettez sur toute sa longueur? Tout à fait. D'accord. Raphaël semble convaincu par les compétences techniques de ce majordome. Vous êtes prêté, entre guillemets, à la mise en pratique. Le candidat semble en plus avoir une idée très précise de ce qu'est sa fonction. Je chapeautais une équipe de 5 personnes, dont un chauffeur, 2 femmes de ménage, et je me retrouvais à faire les tâches classiques de l'entretien et de la tenue de la maison. Ça vous gênait? Absolument pas. D'accord. Pour vous, c'était votre métier? Absolument, je suis là avant tout pour ça. Après ces 3 entretiens, le recruteur commence à se faire une idée du candidat idéal pour ce poste de majordome. Le plus intéressant étant, je pense, le dernier, qui vraiment a réussi déjà le test de la veste. Ouais. Donc du coup, impeccable là-dessus. Raphaël est particulièrement exigeant, parce qu'une fois embauché, le majordome va permettre à sa société de gagner de l'argent sur le long terme. Bien qu'employé chez un particulier, l'homme restera salarié de l'agence. C'est Raphaël qui gérera toute la partie administrative à la place de son client. Celui-ci versera simplement le salaire du majordome et les honoraires de l'agence.
Pour ce service clé en main, elle empochera chaque mois l'équivalent de 15 à 35% du salaire de l'employé de maison. Par exemple, pour un salaire de majordome de 3 000 €, l'agence pourrait percevoir jusqu'à 1 000 € par mois. Et ça permet à l'agence d'être rémunérée aussi à l'année. Exactement, au mois, à l'année, et ça permet d'avoir des rentrées mensuelles, effectivement. En déchargeant ses riches clients de toutes les contraintes administratives liées à leur employé à domicile, cette agence réussirait à réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre du 1 million d'euros. Une réussite qui pousse de nombreuses sociétés à se lancer sur ce créneau. Elles ont fait du service à la carte pour les plus fortunés, un business florissant. Dans les beaux quartiers de Paris, à 2 pas du Louvre. Ce petit centre d'appel ne paye a priori pas de mine. Il traite pourtant 7 jours sur 7 les demandes de près de 3000 clients très haut de gamme, pour qui rien ne doit être impossible. Oui, bonjour monsieur. Je vous ai laissé le message parce que je recherche pour un de mes clients pour une soirée d'exception, dans l'ambiance très intimiste et très élégante, un magicien. Un magicien qui va intervenir pendant la soirée. Le client de cette jeune femme l'a chargé d'organiser pour lui une fête avec les animations les plus étonnantes possibles. Elle appelle donc une agence spécialisée dans les artistes de prestige. D'accord. C'est vraiment les vrais VIP. Ce n'est pas... Est-ce que vous avez un budget défini? Non, pas du tout. Donc vous pouvez proposer un qui est très... quelqu'un d'exceptionnel. Assez. Le travail de ces jeunes femmes consiste à organiser tous les loisirs des plus fortunés. Elles sont ce que l'on appelle des concierges de luxe. As-tu eu des réponses pour Saint-Barth? Un séjour sur une île de rêve, une location de jet privé ou des places pour un concert complet depuis des mois, pour le moindre de leurs caprices, c'est à elles que leurs clients s'en remettent. Donc on essaie de se revoir 5 petites minutes, peut-être rapidement. À la tête de cette société, Zachary Chanou, un ancien de l'univers du luxe. Avec Alexandra pour Madame Elie. Il y a une dizaine d'années, il a eu l'idée d'importer ce service de conciergerie de luxe qui se pratique beaucoup aux États-Unis. Faire récupérer à leurs hôtels ou à leur domicile. Tout à fait, avec l'accueil aéroport VIP. Mais pour bénéficier de ces services, il vaut mieux avoir des revenus confortables. L'abonnement le moins cher est à 1 200 € l'année pour des demandes uniquement pendant les heures ouvrables. Pour les super VIP qui veulent un assistant personnel 24 heures sur 24 où qu'il soit dans le monde, le tarif grimpe à 28 000 €. En plus du montant de l'abonnement, le client règle directement les prestations qu'on lui réserve. En ce moment, Alexandra, l'une des concierges, s'occupe d'une millionnaire américaine qui vient passer la semaine à Paris. Pour cette cliente, qui a un forfait à 4 800 €, la jeune femme a concocté tout un programme. Le concert demain. Très bien. On lui a trouvé les meilleures places, hein, avec une coupe de champagne, un cours de cuisine donc avec une de nos chefs. Un cours pour apprendre à confectionner des macarons, mais aussi des visites, du shopping. Alexandra a tout planifié de A à Z. Vous occupez de son logement, de ses déplacements Oui, on s'occupe de tout à fait, que ce soit de son hôtel, des transferts privés, et ensuite Une semaine qui devrait faire le bonheur de la riche américaine, mais également celui de Zachary, car sa société a trouvé un moyen de gagner de l'argent chaque fois que ses clients en dépensent. Ce jour-là, la conciergerie a d'ailleurs un très joli coup à jouer. À l'occasion de sa visite, la millionnaire a décidé de se faire un petit cadeau à 2,5 millions d'euros. Un pied-à-terre avec vue sur la Tour Eiffel. Madame Elie en a les moyens. Elle est à la tête d'une importante clinique privée en Californie. Vu le montant de la transaction, Zachary s'est déplacé en personne. Content de vous voir. Vous avez fait bon voyage? La conciergerie a sélectionné pour Madame Elie des appartements de très haut standing. Celui-ci se situe dans le prestigieux 16e arrondissement, un emplacement qui semble la ravir.
C'est résidentiel, accueillant, chaleureux, et c'est central par rapport à tous les sites que j'adore visiter. Cet après-midi-là, Madame Elise va faire 2 visites. Dans ce bel immeuble haussmannien pour commencer, puis dans un autre, plus moderne. En sortant, la cliente avoue un petit coup de cœur. Je trouve que l'autre a tout le cachet et le charme parisien qu'on attend d'un tel appartement. C'est une bonne nouvelle pour Zachary, car si la vente se conclut, l'agent immobilier lui reversera entre 15 et 30% de sa commission. C'est ainsi que la conciergerie se rémunère quand elle envoie ses clients vers un hôtel, une salle de concert ou tout autre prestataire. Celui-ci lui reverse une commission d'apporteur d'affaires. Merci beaucoup, Suzy. À bientôt. Pour vous, Zachary, c'est important que ça puisse se faire quand même, cette vente? Bien entendu, si la vente se réalise avec nos partenaires dans l'immobilier, on a également effectivement une répartition justement des commissions, en tout cas un système d'apporteur d'affaires qui se met en place, qui permet également à la société d'avoir une rétribution à ce niveau-là. En attendant que la vente se fasse, la semaine de Madame Elise à Paris aura déjà rapporté à la société de Zachary près de 1 500 € en commissions diverses. Aujourd'hui, en répondant aux attentes de ses clients fortunés, cette conciergerie de luxe réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 5 millions d'euros. Vous êtes égoïste, vous êtes radin, vous n'êtes pas patriote. Voilà ce qu'entendent les plus riches depuis quelque temps en France. Au cœur de ces critiques, leur tentation, réelle ou supposée, de quitter le pays dans le seul but d'échapper aux impôts. Des menaces qui, en temps de crise, ont du mal à passer. D'autant que depuis l'an dernier, plusieurs études ont montré une réalité étonnante, implacable. En France, la pression fiscale qui s'exerce sur les hauts revenus est moins forte que sur ceux qui gagnent moins d'argent. En clair, en profitant habilement des niches fiscales, les riches payent en proportion beaucoup moins d'impôts que le reste des Français. Pour remédier à cela, le gouvernement vient d'instaurer la nouvelle tranche d'imposition à 75%. Elle va concerner les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Mais le débat est loin d'être clos et les plus fortunés sont de plus en plus nombreux à brandir la menace d'un départ. Le problème avec les riches et avec les entrepreneurs qui ont réussi, c'est qu'ils fuient les caméras. Un chef d'entreprise a toutefois accepté de nous parler. Lui, il a quitté la France il y a quelques années pour des raisons fiscales. Il est revenu au pays, mais aujourd'hui, il se demande bien s'il ne va pas repartir. Une chose est sûre, il refuse absolument d'endosser le costume de patron rapace, celui qui n'aurait aucune morale. Et ce patron, c'est Denis Père. Thomas Soto. Denis Père. Enchanté. Denis Père, le voici filmé en 1994 par les caméras de Capital. À l'époque, il venait de créer avec un ami une société informatique, Business Object. Une réussite éclair, en moins de 5 ans, l'entreprise française se retrouve cotée à Wall Street, c'est-à-dire à la bourse de New York. En 1997, Business Object fait plus de 110 millions de dollars de chiffre d'affaires. Denis Père décide alors d'en lâcher les rênes. Grâce à l'argent de ses parts, il est, en théorie, très riche. Mais il s'estime matraqué par le fisc, alors il prend une décision radicale, s'installer en Belgique où il va rester 10 ans. Aujourd'hui, il est rentré au pays, mais vu le climat du moment, il s'interroge. Moi j'ai envie de rester en France. Moi mon pays c'est la France, j'aime ce pays, j'ai envie d'y vivre. J'ai envie que mes enfants vivent ici et soient élevés ici, donc moi je vais me battre pour rester. Mais c'est vrai que le discours actuel, les mesures actuelles, me pousseraient très logiquement à repartir. Aujourd'hui, après avoir créé des entreprises qui ont donné naissance à plus de 7000 emplois, qui donnent aussi du travail à 7000 commerçants en Europe, après avoir fait rentrer des flux fiscaux dans les caisses de l'État, des centaines de millions d'euros de TVA, d'impôts sur le revenu, de toutes sortes d'impôts, de charges sociales, après avoir fait tout ça, aujourd'hui, eh bien, je dois commencer à travailler pour moi qu'à partir du 1er octobre de chaque année, parce que l'État me prend 75% de ce que je gagne. Je ne trouve pas que ce soit très normal. Je suis quelque part un peu puni pour avoir fait tout ce que j'ai fait, pour avoir apporté tout ça à la France. Aujourd'hui, je suis puni. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très frustrant, qui est difficile à vivre. 75% d'imposition, ce chiffre-là a vraiment du mal à passer.
pourtant, crise oblige, ce sont tous les Français qui sont mis à contribution. Et en 2013, les ménages vont payer 10 milliards d'impôts supplémentaires. La lutte contre la dette concerne tout le monde. Alors pourquoi les hauts revenus y échapperaient-ils? Denis Père balaye la question. Alors, nous les entrepreneurs, on contribue depuis le début. Quand on entreprend, dès qu'on crée le premier emploi, déjà le fait de créer un emploi, en plus du sien, c'est une contribution. On crée des emplois, on crée des flux fiscaux, on crée des flux sociaux. Notre contribution, elle est considérable. Actuellement, je contribue toujours de façon considérable, puisqu'encore une fois, l'État me demande de payer 75% de mes revenus sous forme d'impôt. Je ne commence à travailler pour moi que le 1er octobre de chaque année. Donc je pense que je contribue très, très largement. Qui est responsable de cet état d'esprit anti-riche, anti-entreprise en France? Moi, je pense que la responsabilité, elle incombe à tout le monde. Je pense qu'elle incombe aussi bien aux chefs d'entreprise, qui n'ont pas su convaincre, qui n'ont pas su s'exprimer, qui n'ont pas voulu s'exprimer, mais elle incombe bien sûr aussi aux politiques. On a face à nous des gens qui souvent ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui souvent n'ont jamais travaillé dans l'entreprise, que ce soit des dirigeants politiques de gauche ou de droite d'ailleurs, ça n'est pas un phénomène, ça n'est pas un problème particulièrement de gauche, c'est vrai aussi à droite. On a face à nous dans les ministères des gens qui n'ont jamais non plus travaillé dans l'entreprise et qui de fait ne comprennent pas un certain nombre de choses élémentaires. Vous voulez prendre François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg, Jean-François Copé, François Fillon en stage chez vous? Pourquoi pas? Non mais bien sûr. Je pense que si effectivement on rendait obligatoire des séjours en entreprise prolongés pour un certain nombre de nos dirigeants, aussi bien de la haute fonction publique que de la classe politique, les choses seraient très différentes. Et cette méconnaissance de l'entreprise, elle débouche sur des aberrations, selon Denis Père, qui ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui, une œuvre d'art se retrouve infiniment moins taxée qu'un investissement dans une entreprise. Ce qui est assez étonnant, c'est que les œuvres d'art bénéficient d'un statut complètement exceptionnel. Il n'y a pas d'ISF sur les œuvres d'art, et il n'y a pas non plus de plus-value quand vous les détenez pendant 12 ans. Et si vous les vendez avant 12 ans, vous payez un tout petit 5% d'impôt. Le message en fait qu'on fait passer, c'est le passé, les œuvres d'art, c'est très important, comme si on voulait faire de la France un musée pour touristes chinois. Les entreprises qui créent les emplois de demain, ça n'est pas important. Là, on peut matraquer, on peut assommer fiscalement, faire des choses que personne dans les pays développés n'ose faire. Le message est extrêmement clair, extrêmement clair. On vous sent en colère? Oui, je suis en colère, oui. Oui, bien sûr que je suis en colère. Bien sûr, ce sont des décisions qui sont complètement inadaptées, excessives, et qui, au bout du compte, cassent l'économie, et au bout du compte aussi, sont antisociales. Pourquoi? Pas pour les entrepreneurs qu'on pousse à l'exil, à la limite, tant pis, on n'est pas à plaindre. Ceux qui sont à plaindre, ce sont les Français qui galèrent, les Français qui rament, les Français qui n'ont pas de boulot, qui sont en CDD, les jeunes qui sont au chômage et qui ne trouvent pas d'opportunité non plus, parce qu'on a découragé les professionnels de la création d'emplois et les professionnels de la création de flux fiscaux que sont les entrepreneurs. Vous avez des enfants, si un de vos enfants venait vous voir en vous disant « Papa, j'ai envie de monter ma boîte aujourd'hui », vous lui diriez « Surtout pas ça, d'accord, mais va le faire en Belgique ou à Londres ou ailleurs », ou vous lui diriez « Bah vas-y, mais accroche-toi mon vieux ». Je ne sais pas ce que je lui dirais, pour être très franc. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut travailler 70 heures par semaine, il ne faut quasiment pas prendre de vacances, il faut prendre beaucoup de risques, il faut mettre entre parenthèses sa vie privée, sa vie sociale, souvent mettre en jeu sa santé aussi. Est-ce que ça vaut le coup de faire tous les sacrifices? Est-ce que ça vaut le coup de risquer autant? C'est pas certain. Des riches qui veulent payer plus d'impôts, voire donner leur fortune, il en existe pourtant. Ils s'appellent Warren Buffett, Bill Gates ou encore Michael Bloomberg. Ils sont multimilliardaires, ils vivent aux États-Unis et ils ont décidé de léguer tout ou presque à des fondations. Mais voilà, ça c'est en Amérique et pas chez nous. Et on a le sentiment aujourd'hui que les philanthropes, on les trouve aux États-Unis et qu'on n'en voit pas beaucoup en France. On n'a pas entendu beaucoup ouvrir la bouche comme ça pour dire bah, tiens, moi aussi je vais donner au moins la moitié de ma fortune. Alors, les Américains, effectivement, sont très impressionnants par rapport à ça. Les Américains ont inventé quelque part le capitalisme moderne, ont inventé les dérapages du capitalisme moderne avec les subprimes, mais sont probablement en train d'inventer aussi une forme beaucoup plus vertueuse de capitalisme avec effectivement ces donations considérables. Je pense que ça va venir en France, c'est une question de temps. Je pense que ça mettra plus de temps, d'autant plus de temps qu'aujourd'hui, les entrepreneurs français sont tellement taxés et sont soumis à une fiscalité qui est tellement confiscatoire dans un certain nombre de cas, qu'ils n'ont pas envie. Vous donnez l'idée de donner la moitié de votre fortune à un moment donné? Ça ne me pose aucun problème. À mon décès, ce qui est la promesse que font ces gens-là, ça ne me pose aucun problème.
allons à présent nous intéresser à ces riches, ces très riches, qui s'achètent un hélico un peu comme vous allez acheter votre pain. C'est évidemment un peu caricatural, mais pas tant que ça. Il paraît qu'en France on les fait fuir, eh bien il y a d'autres endroits dans le monde où c'est le contraire. Destination Saint-Vincent-les-Grenadines, ça sonne bien, c'est dans les Caraïbes, et c'est un véritable paradis pour les fortunés, ou plutôt un paradis fiscal. Dans cet archipel, tout est fait pour combler les milliardaires. C'est leur monde à eux, un monde à part qu'a pu pénétrer pour quelques jours seulement Jérôme Lévy. Le voyage dans le monde des riches commence dans l'un de leurs repères sur la planète, Manhattan, à New York. Plus précisément dans l'Upper East Side, là où sont concentrées les plus grandes fortunes de la ville. Laurence, une Française qui s'est enrichie dans la promotion immobilière de luxe, habite ici depuis 5 ans. Hey, Patrick! Hello there, how are you? Good, and you? Well, Yeah? good to see you. Thank you. Un immeuble bourgeois avec un majordome à l'entrée et les services qui vont avec. Vous avez un paquet pour moi? Oh, great! Oh, super. Here we go. Okay. Alrighty. Thank you. Et puis le comble du luxe à New York, c'est de ne pas vivre les uns sur les autres. Par exemple, ne pas avoir de vis-à-vis trop proche. Dans son appartement du 42e étage, avec une vue panoramique sur tout Manhattan, Laurence est servie. C'est un vrai paradis d'avoir cette vue. Parce que à New York, c'est un luxe d'avoir de l'espace et d'avoir un grand appartement. Et quand on a... Cet appartement n'est pas immense, mais il a une vue qui est tellement grande qu'on a l'impression qu'il double l'espace de l'appartement. Oui, c'est un luxe, oui. Et puis, on a un spectacle magnifique. Elle peut admirer tous les jours ces gratte-ciel, la fameuse skyline de New York. Cheers! Cheers! Cheers, L'Chaim! L'Chaim! À la vie, à l'amour. Au dîner qu'elle a organisé ce soir-là, il y a sa fille Déborah et 2 amis, Yves et Claude. Des New-Yorkais suffisamment à l'aise pour vivre très bien sans avoir à travailler. J'étais avocat. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté de travailler. Je crois que ce qui est le luxe, c'est de pouvoir avoir la liberté de faire ce qu'on veut et de gérer son temps de la manière dont on veut. Laurence et ses amis ont toujours privilégié les endroits les plus hospitaliers pour les gens fortunés. Il y a quelques années, ils ont découvert une terre plutôt bienveillante dans ce domaine. Un minuscule pays qui offre tranquillité, eau turquoise et sable blanc. On a du mal à imaginer que ça existe, hein. Il y a quelques années, ils ont découvert une terre plutôt bienveillante dans ce domaine. Un minuscule pays qui offre tranquillité, eau turquoise et sable blanc. On a du mal à imaginer que ça existe, hein. Un pays qui a surtout construit sa réputation grâce à une spécialité. Abriter les riches et prendre soin de leur argent. Ça donne envie à tout le monde, non? Je sais pas. Elle est où ma valise à moi? Le lendemain, nous retrouvons Laurence. Elle est en partance vers ce paradis du bout du monde où elle va passer quelques jours 4 ou 5 fois par an. Un long voyage qui démarre depuis New York par 6 heures de vol sur une ligne régulière. La voilà alors sur l'île de la Barbade. Mais le périple n'est pas terminé. Elle doit changer d'avion et prendre place dans ce bimoteur. Encore 40 minutes de vol pour rejoindre enfin sa destination finale. On arrive là, c'est excitant. Les Grenadines, un nom de sirop pour un archipel à 1000 km au nord du Venezuela. Un chapelet d'une petite dizaine d'îles splendides dans les Caraïbes. C'est un décor idyllique avec de somptueuses maisons au milieu d'une nature luxuriante. Ici, les riches aiment aller jeter l'ancre de leur yacht. Pour Laurence, comme pour quelques privilégiés, ces îles sont un lieu incontournable où il fait bon se réfugier régulièrement. La Française s'y est même fait construire une résidence secondaire. Et comme à New York, la vue qu'elle s'est offerte est à couper le souffle. Sincèrement, est-ce que ça, c'est pas la porte du paradis, ça?
Et on a la mer qui se confond avec le ciel. C'est à perte d'horizon. Pour moi, ça, c'est la plus belle vue du monde. La mer des Caraïbes en perspective. Une piscine sur la terrasse, 4 chambres spacieuses. Donc le lit. Et du personnel de maison dès qu'elle arrive pour s'occuper d'elle. C'est super gentil. Où est-ce que vous avez trouvé ces fleurs? Dans le jardin? Oui, c'est ça. Oh, Bougainville. Cette propriété a coûté à Laurence près d'1 million d'euros. L'addition s'est bien alourdie lorsqu'il a fallu mettre des meubles. Elle a dû importer tous les matériaux et parfois de très loin. Tout ce que vous voyez dans cette maison, tous les meubles, sans aucune exception, viennent de Bali. Cette table, c'est ma préférée. Voilà. Voilà cette table. On peut monter dessus parce qu'elle est faite de teck massif. Au-delà du cadre, ce que la Française aime surtout dans les Grenadines, c'est la tranquillité des lieux. Lorsqu'elle est là, elle vit au rythme des îles, isolée du reste du monde. Je crois qu'en fait, les Grenadines, c'est un endroit où c'est plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Les gens qui viennent ici, ils ont envie d'un peu de paix, je crois, essentiellement. Rien d'ostentatoire dans les Grenadines, mais plutôt le charme discret de la richesse. Un plaisir que la Française partage avec d'autres propriétaires fortunés venus du monde entier. On trouve ici de nombreuses maisons appartenant à des Français, des Anglais ou des Américains. Mais ce ne sont pas seulement les eaux turquoises qui les font rêver. Car depuis 30 ans, ce pays de 100 000 habitants met tout en œuvre pour inciter les riches à venir. Au XVIIIe siècle, les Grenadines sont une colonie française où l'on emploie des esclaves africains pour cultiver du tabac ou du sucre. Passé sous domination anglaise au XIXe siècle, le pays manque de main-d'œuvre lorsque l'esclavage est aboli. L'économie est exsangue. Cela va changer lorsqu'il devient indépendant en 1979. Pour attirer les capitaux, les Grenadines vont alors s'inventer un nouveau modèle économique. Le Premier ministre de l'époque, Milton Cato, fait voter des lois qui donnent aux Grenadines un statut très apprécié des fortunés. Elles deviennent un paradis fiscal. Pas d'impôts, le secret bancaire. Voilà les instruments les plus efficaces pour séduire les riches. Marcus Ballantines en a fait son métier. Il dirige une société spécialisée dans le conseil fiscal aux étrangers. Notre système fiscal est connu dans le monde entier et on a des clients qui viennent de partout. Avant de monter sa structure, cet autochtone a obtenu aux États-Unis un diplôme en économie offshore, une sorte de master spécial paradis fiscal. Même si dans l'archipel, c'est une expression que l'on ne prononce pas. On préfère parler de service au business international. Afternoon, Bradley. Afternoon, Hakim. How you doing? Anything new? Avec ses 4 employés, Marcus Ballantines gère des dossiers de centaines de particuliers. Okay, any formations today? Des clients qui veulent placer leur argent dans les Grenadines. On offre à nos clients la possibilité d'investir à un endroit où il n'y a pas de taxes, ou alors très peu. C'est très intéressant pour un étranger d'avoir un business basé dans les Grenadines. Sa spécialité, ce sont les sociétés qui veulent installer leur siège social dans les Grenadines pour éviter les impôts. Et rien n'est plus simple. Il suffit de remplir ces formulaires avec le nom, l'adresse, l'identité des actionnaires et l'objet de l'entreprise. C'est une formalité. Il faut ensuite payer 800 € à Marcus. En seulement 48 heures, la société est domiciliée dans les Grenadines. C'est si facile et si avantageux que Marcus croule sous les demandes. Là, par exemple, j'ai des clients d'Ukraine. Là, j'en ai de France. Quelqu'un de Turquie, des États-Unis et celui-là vient de Suisse. Le système est parfaitement légal à une condition, que le business de la société se fasse à l'international.
Et il n'y a aucune obligation pour l'entreprise d'installer ses bureaux ici. Au bout du compte, selon Marcus, tout le monde est gagnant. D'un côté, des riches investissent ici et amènent leur savoir-faire et leur argent, ce qui est bon pour nous. Et d'un autre côté, pour eux, ils ne paient pas d'impôts. Tout le monde y trouve son compte. La recette fonctionne bien. Plus de 10 000 sociétés étrangères sont basées aux Grenadines et bénéficient du paradis fiscal. Elles ne sont pas les seules. Pour les particuliers qui travaillent et vivent ici, le système est aussi très avantageux. Vous prenez peut-être le bus ou le train lorsque vous allez travailler le matin. François Truchot, lui, a d'autres habitudes. Il utilise son avion personnel. Je vais me préparer pour la pre-flight, je vais monter à bord pour préparer l'intérieur. Ce Marseillais vit sous les tropiques depuis 20 ans. Et il s'est offert il y a peu cet engin qui lui donne le sentiment de retomber en enfance. Ah, c'est mon jouet complètement. C'est mon jouet, c'est mon hobby. C'est très sympa d'avoir son avion. Comme disent les Anglais, boys need their toys. Les hommes ont besoin de leurs jouets. Boys need their toys. Donc tout ce qui vole, qui flotte, qui roule, j'aime bien. Voilà, on est prêt à partir. Et il a de la chance, son jouet est aussi son outil de travail. Car dans son métier, François Truchot vogue tous les jours d'île en île. Ce chirurgien gagne sa vie en dirigeant plusieurs cliniques dentaires, situées chacune dans une île différente des Grenadines. Chaque matin, il part faire la tournée de ses établissements dans ce décor féerique. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Un vol, c'est jamais le même. Jamais, jamais, jamais. Il y a des... Là, tu vas voir un coucher de soleil qui est un peu exceptionnel. Tu vas voir... un jour, tu vas voir un bateau. Tu vas voir un troupeau de dauphins en bas. Tu as envie de le faire à ras de l'eau. Voilà. Et ça fait partie des choses qui vous font rester dans les îles Grenadines? Ouais, ça fait partie des plus de la vie aux Grenadines, ouais, bien sûr. Ouais. La vie aux Grenadines ne ressemble tout de même pas à des vacances. Il y a beaucoup de soleil et une superbe lumière, mais François Truchot travaille énormément, près de 12 heures par jour passées dans ses cliniques. Morning. Nurse morning. Une activité intense qui lui permet de se verser un très bon salaire. Le Marseillais gagne en moyenne près de 20 000 € par mois. Mais à la différence de la France, la fiscalité des Grenadines lui permet de profiter pleinement de cet argent. C'est comme ça qu'il a pu s'acheter cette maison il y a 3 ans. Une propriété à 1 million d'euros dans laquelle il vit. Salut mon coco. Salut mon coco. Samy. Une maison de 700 mètres carrés habitable. 5 voitures pour sa femme et lui. Le Marseillais mène grand train dans les Grenadines. Un niveau de vie qu'il ne pourrait pas avoir en France, où il devrait payer beaucoup plus d'impôts. La pression fiscale est assez légère. Je pense, s'il y a un revenu égal, je pense que je dois payer entre 10 et 20 fois moins que mes confrères ou que l'équivalent des professions libérales en France. Ouais. En France, avec sa situation, la moitié de ce qu'il gagne irait à l'État. Aux Grenadines, François paie bien un impôt sur le revenu, mais il est extrêmement faible. Thank you, my dear. You're welcome. Ce n'est pas le seul avantage fiscal de l'archipel. Merci. La grande majorité des taxes que nous connaissons en Europe n'existent pas dans les Grenadines. Déjà, le gros morceau, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur la succession. Donc ça, c'est très sympa. Il n'y a pas, je crois qu'en France, c'est ce qu'on appelle la part réservatrice. Ça n'existe pas. Vous pouvez donner ce que vous voulez à qui vous voulez. Et la personne qui le reçoit, elle la reçoit. Il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Alors ça se base sur le real estate, sur l'immobilier, mais ça se passe aussi sur les véhicules, sur les bateaux, sur tout ça. Voilà qui explique en partie pourquoi nombreux sont les étrangers qui aiment aller goûter les délices de ces îles. Des impôts en moins, c'est bien sûr moins de recettes fiscales pour le pays.
Mais les grenadines s'y retrouvent largement. Car sur place, les riches dépensent. Et à eux seuls, ils font tourner une grande partie de l'économie de ces îles. Delphine Adler, une Française expatriée, est arrivée dans les Grenadines avec sa famille il y a 4 ans. Elle ne regrette pas du tout sa vie à Paris. Je suis bien ici. On est bien. On a une bonne vie avec des enfants petits. Ça, c'est l'école de mes enfants. La toute petite école, là. Elle est venue ici pour la qualité de vie, mais surtout pour monter son entreprise. En Europe, elle travaillait dans la mode. Aux Grenadines, elle est au service des riches. Morning. Elle gère leur maison en leur absence et veille à ce que tout soit prêt quand ils arrivent. Donc on est arrivé ici, on a un peu sauté dans le wagon au bon moment, et là, on a rencontré tous ces propriétaires qui ont commencé à construire des maisons ici, et ces gens-là se sont intéressés un peu plus à mon cas, sur le fait que je pouvais gérer leur maison également. Delphine s'occupe par exemple de cette luxueuse villa. Vue sur mer, piscine à débordement, 6 chambres doubles avec chacune leur terrasse. Et il y a même un court de tennis privé. Le propriétaire est riche, c'est un industriel suédois. Il arrive bientôt pour les vacances, alors Delphine passe tout en revue avec les employés. Maëlia la cuisinière et Jerry. Et Jerry, c'est le butler. Un majordome qui est aussi l'homme à tout faire dans la maison. Vous avez encore des chambres à nettoyer? Non, je vérifierai juste demain pour voir s'il n'y a pas de poussière. Ok. Et la clim, elle marche? Oui, ça marche, les batteries sont en train de charger. Vous avez fait le plein d'alcool? Oui, le bar est prêt, l'alcool est là. Il ne manque qu'une seule chose. Les propriétaires. Oui, ils seront là demain. Ok. Avant l'arrivée du Suédois, Delphine apporte un soin particulier à la décoration, afin de rendre son séjour le plus reposant possible. Rien de tel qu'un joli bouquet de fleurs fraîchement coupées. Delphine doit aussi s'assurer que ses employeurs n'auront pas à remplir le frigo. C'est elle qui s'en charge pour eux. On appelle la master bedroom. Heureusement pour elle, ce sont eux qui payent les courses. Car si l'île sait bien séduire les riches, elle vit désormais selon leurs standards. Chez Doris, l'épicerie du coin, il faut avoir le portefeuille bien accroché. Je viens faire quelques courses. Attendez, je vais prendre un panier. Tous ces produits, conserves, tablettes de chocolat, café ou alcool, sont importés par bateau. Puis ils sont soumis à de fortes taxes douanières. Résultat, les prix affichés paraissent vertigineux. Alors le boursin, hein, bien connu, le boursin 26, ici 50, ça fait à peu près 9 euros. Hein, 9 euros pour un paquet de fromage. 9 euros le boursin, c'est 4 fois plus cher qu'en France. Les pâtes, par exemple. Et c'est vrai pour tous les produits, comme cette célèbre pâte à tartiner. Pâte à tartiner au chocolat. Ici, elle fait 35 $, donc à peu près 12 euros. Alors à ce petit jeu, quand on passe à la caisse, la note atteint vite des sommets. Ça fait 695 $. Okay. Près de 250 € dépensés pour ces quelques courses. Et le coffre n'est même pas rempli. Voilà, en fait, c'est des produits de complément, mais là, c'est pas pour longtemps. Hein. Il y a 13 personnes dans la maison, là, ça va. C'est vite fait, là. C'est juste pour 3 jours. Le coût de la vie est exorbitant. Dans les Grenadines, il vaut mieux être fortuné comme les clients de Delphine pour le supporter. Le lendemain, la maison est fin prête pour accueillir son propriétaire, Peter Johnson, le riche suédois. Carrément. Delphine. Il vient d'arriver et Delphine est aux petits soins pour s'assurer que son séjour commence sous les meilleurs auspices. Tout va bien ? Oui, parfait, merci. Seulement un peu fatigué par le voyage. Tout au long des vacances de ces riches employeurs, Delphine devra exaucer la moindre de leurs demandes, même la plus capricieuse. Ils ont envie de framboises alors qu'on ne va pas en trouver. Hein. Faut rester en Europe pour manger des framboises. D'autres exemples?
Par exemple, ils veulent un bateau, mais aujourd'hui. Mais je peux l'avoir que pour demain, par exemple. Comme Jade. À satisfaire les désirs de ses riches clients, Delphine gagne autour de 30 000 € par an. Peder n'a plus qu'à passer du bon temps avec ses amis. Sur cette île, il aime par-dessus tout retrouver les gens de son standing. Ici, vous savez, ça n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans. Ce sont de petites îles avec un joli voisinage. Il n'y a aucune tension ici, c'est très calme. Bon, après toutes ces années, il y a juste un peu plus de voitures et de grosses maisons. Le Suédois a beau vivre dans ce décor de rêve, il y a quand même quelque chose qui manque à son bonheur. Il se verrait bien s'installer un peu plus loin, sur une autre île de l'archipel qui le fait saliver. C'est vraiment une île magnifique là-bas, mais c'est trop cher pour moi. Car si le pays fait tout pour attirer les riches, les îles de l'archipel se livrent une compétition pour être celle qui en fait venir le plus. Une course aux milliardaires. L'une d'entre elles a plusieurs longueurs d'avance sur ses concurrentes. Elle porte un nom mythique, l'île Moustique. Elle ne fait que 6 km², mais là-bas, il n'y a pas de villa à moins de 20 millions d'euros. Elles appartiennent toutes à des ultra-riches. Des stars du showbiz, comme Mick Jagger. Des grands noms de la finance. Des membres de la famille royale britannique. C'est l'un des endroits les plus sélects du monde. Un statut à part dans les Grenadines qu'elle doit à la volonté d'un homme. Un lord britannique qui a voulu faire de cette île la cour de récréation des milliardaires. The strange magic of a Caribbean island. En 1958, l'endroit est encore vierge. L'Écossais Colin Tennant ne débourse que 40 000 € pour devenir le propriétaire de toute l'île. Et comment vous voyez-vous? Vous êtes un peu le roi de Moustique, non? Non, non, on ne peut pas dire que je sois le roi, ni même le régent. Je suis plutôt une sorte de consul. L'homme va transformer Moustique. Il y invite d'abord ses amis fortunés de la noblesse anglaise. La princesse Margaret d'Angleterre y fait construire une maison. D'autres membres de la famille royale suivront. Moustique devient une sorte de Saint-Tropez, avec Colin Tennant dans le rôle d'Eddie Barclay, un dandy tout de blanc vêtu. Aujourd'hui, Colin Tennant est mort et l'île a changé. Le sable de Moustique est peut-être devenu le plus cher de la planète. Car l'île appartient maintenant à parts égales aux quelques propriétaires des maisons qui ont été construites. Des propriétaires qui ont créé une entreprise pour gérer ce petit paradis. La Moustique Company. Son but, rentabiliser l'île au maximum. Et ici, elle contrôle tout. La nourriture, importée tous les jours par bateau pour la servir dans les villas. Les transports, car on ne se déplace sur l'île qu'avec de petites voitures de golf de la société. La propreté, faite par une partie des 1000 employés de la Moustique Company. Une entreprise que gère Gordon Overing, le manager général. Les riches sur les îles, il connaît bien. Car avant Moustique, il s'occupait d'une autre île de milliardaires, celle du businessman Richard Branson, l'ex-patron de la marque Virgin. Morning, ladies. Rachel, how's everything? Pour diriger Moustique, Gordon dispose avec lui d'une grosse équipe qui fonctionne un peu comme le conseil municipal d'une ville. Sur cette photo, nous avons la plupart des propriétaires de l'île et tous les membres du conseil d'administration de la Moustique Company. C'est un peu comme une équipe municipale, non? Oui, c'est un peu comme une petite ville. Moi, je suis un peu comme le maire. Ici, nous avons par exemple le directeur des affaires sociales. Là-bas, la personne qui s'occupe des transports. Une organisation bien huilée au service des habitants de Moustique. Mais la majeure partie de l'année, les propriétaires des villas ne sont pas là. Alors la Moustique Company loue leur maison à prix d'or. C'est comme ça que l'entreprise gagne beaucoup d'argent. Colette s'occupe de la location. En ce moment, son téléphone n'arrête pas de sonner.
Tout le monde veut une villa pour les vacances d'hiver. Tout est complet là? Oui, tout est complet là, pour la période des vacances de Noël. On prend les réservations 1 an à l'avance pour cette saison-là. Sur l'île, il n'y a qu'un seul hôtel de luxe à 1 500 € la nuit. Et pour les maisons, là aussi, ce n'est pas donné. Durant la haute saison, c'est 27 000 € la semaine. Et après, dans l'été, c'est 20 000 €. La plupart de ceux qui louent nos maisons sont des habitués. Ils viennent tous les ans, prennent la même maison et s'attendent à avoir toujours le même type de service. Et à ce prix-là, évidemment, les services doivent être sur mesure. La Moustique Company s'occupe de tout. Elle dispose même de sa propre banque, au cas où vous auriez oublié de venir avec un peu de liquide. Si vous venez sur l'île et que vous arrivez en yacht par exemple, vous pouvez avoir besoin de cash. Et ici, il n'y a pas de distributeur. Alors, on a notre petite banque à nous, où vous pouvez retirer de l'argent ou en échanger. Bonjour Beverly. Je suis en train d'expliquer que ici c'est la banque. Oui, une petite banque. Des services sur mesure qui n'expliquent pas à eux seuls l'intérêt des milliardaires. Il y a autre chose qui fait la valeur de ces splendides villas et que préserve obstinément la Moustique Company. La rareté. Car à Moustique, il y a 89 villas et pas question d'en construire une de plus. Je pense que la valeur de cette île va encore augmenter, car il n'y a plus d'espace nouveau à vendre ou à louer. Cet endroit ici, par exemple, autour de vous, vous n'y verrez jamais de nouvelles maisons. C'est la volonté des propriétaires de l'île. Ils pourraient faire beaucoup d'argent en vendant quelques parcelles pour construire. Parce qu'ici, vous savez, ça vaut très très cher. Mais ils ont dit non. Stop. Les propriétaires de l'île n'ont pas l'intention de brader leur trésor. Mais aujourd'hui, dans les Grenadines, d'autres se mettent à rêver et imaginent récupérer une partie de leurs clients. Ils dépensent sans compter pour tenter de rivaliser avec Moustique, quitte eux aussi à transformer complètement de paisibles endroits. À quelques milles marins de là, l'île de Canouane. Ce n'était qu'un village de pêcheurs de quelques centaines d'habitants, mais comme à Moustique, un riche et discret banquier suisse, Antonio Saladino, a investi. La différence, c'est qu'il n'a racheté qu'une moitié de l'île. Alors quand on débarque là-bas, le contraste est saisissant. Sur le chemin, des maisons délabrées qui rappellent plus un bidonville qu'une terre d'accueil des grandes fortunes. Un peu plus loin, au milieu de la route, une barrière avec des gardes de sécurité. Lorsqu'on la passe, on entre dans la zone rachetée par le banquier. Et cette fois, on est bien en terre de riches. C'est un univers très propre et très feutré, avec les mêmes voiturettes qu'à Moustique. Il y a aussi un somptueux golf, le plus grand des Caraïbes, où l'on joue au milieu de vues imprenables sur la mer. Et au fond de la vallée, on retrouve les villas ultra luxe pour milliardaires. Pour le moment, elles ont du mal à trouver preneur. La réputation de l'île n'est pas encore suffisamment forte. Mais d'autres grands travaux se profilent, comme nous l'explique Nicole, l'une des employées du propriétaire. Vous voyez là, c'est l'aéroport. Et juste à côté, là, on est en train de construire une marina. C'est ici que les yachts pourront accoster. Tout ça, on est en train de le développer maintenant. Une marina pour accueillir les yachts. Rien de tel pour faire venir les milliardaires, d'autant que c'est la seule dans les parages. Il n'y en a pas à Moustique. Vous avez pour ambition de dépasser Moustique et d'être l'île référence des Grenadines? Oui, on sera même un jour la destination numéro 1 des Caraïbes, j'en suis persuadée. De grands projets de développement qui coûteront encore plusieurs centaines de millions de dollars aux propriétaires.
Canoine change à toute vitesse. Pour les habitants historiques de l'île, c'est une révolution. Mais pour les riches, ce n'est qu'un nouveau terrain de jeu. Welcome les riches, venez chez nous chers entrepreneurs français, ici on vous déroulera le tapis rouge. Voilà ce qu'a dit en substance David Cameron, le Premier ministre britannique. C'était juste après l'élection de François Hollande. Alors au-delà des mots, est-ce que les Anglais draguent vraiment nos patrons? Et puis les Français qui sont déjà là-bas installés en Angleterre, est-ce qu'ils y trouvent vraiment leur compte? Voilà pour les questions, tout de suite on va aller enquêter. Paradoxalement, c'est à Paris, tout près de la Bourse, que nous débutons notre enquête. Ça se passe dans un bureau discret qui abrite la Chambre de commerce franco-britannique. Ce matin, c'est breakfast, un petit déjeuner très intéressé. Il s'agit de convaincre une patronne française de venir installer une partie de ses activités à Londres. La patronne, c'est elle, Marie. Elle est à la tête de Réseaucom. Sa société est spécialisée dans la lutte contre les faux documents d'identité. Elle fait travailler 12 personnes. Face à elle, une avocate et un fiscaliste anglais venus spécialement et un représentant de l'ambassade britannique. Ils n'ont qu'un seul et même objectif, que Marie vienne faire du business en Angleterre. Attention, l'opération séduction va commencer. Première étape, vanter l'importance de Londres sur la place internationale. La plupart de nos clients français sont des Français qui ont déjà développé une marque en France et maintenant ils voient le Royaume-Uni comme, comment on dit ça, un test. Ouais. S'ils marchent là, ils peuvent utiliser ça comme un point de départ. Voilà. Le Royaume-Uni comme un tremplin, ce premier argument semble porter. Lorsque je suis allée à Hong Kong il y a peu de temps, effectivement, si j'avais mon siège à Londres, j'aurais beaucoup plus de facilité parce que ça crée de la confiance dès lors qu'on est implanté sur le marché britannique. Deuxième salve, on propose à Marie toute une série d'aides et de conseils gratuits. On va vous accompagner sur le site pour vous montrer les différents locaux que vous pouvez prendre possession, rencontrer des partenaires qui vont vous aider donc à créer votre structure, à vous accompagner sur le terrain et on va vous défricher en fait l'ensemble des démarches de manière à ce que vous puissiez arriver en toute tranquillité, rapidement sur le territoire britannique et en toute confiance. Et tout ça c'est gratuit? Et en plus, tout ça est complètement gratuit. Marie, finalement, on vous facilite le travail, vous n'avez plus qu'à prendre votre billet là. Exactement. Prendre nos billets, traverser la Manche, c'est ce que nous avons fait nous aussi. Destination, Londres, la gare de Saint-Pancras. Après ceux qui se demandent s'ils vont aller s'installer chez sa très gracieuse majesté, nous allons aller voir ceux qui ne se posent plus la question. Eux ont déjà pris leur billet simple pour Londres, 2h30 de trajet pour trouver le brouillard bien souvent, mais pas que. Depuis quelques mois, on entend beaucoup de choses sur une fuite supposée des entreprises et des riches patrons français à Londres. À en croire certains, ce ne serait plus un exil, mais un exode fiscal, encouragé par le gouvernement anglais lui-même. Et c'est vrai, le Premier ministre britannique en personne a fait de l'œil à nos patrons, se disant prêt à dérouler le tapis rouge aux entreprises françaises. Puis c'est le maire de Londres qui en a remis une couche. Vous êtes tous bienvenus, a-t-il lancé à nos entrepreneurs. Londres serait donc le lieu idéal pour démarrer et pour faire fortune. Et ça, Aurore, une Française de 33 ans, l'a parfaitement compris. Bonjour. Bonjour Thomas. Aurore. Oui, enchantée. Enchantée. Elle vivait à Londres depuis quelques années et lorsqu'elle a décidé de monter sa boîte, elle n'a pas hésité une seconde. Actuellement, elle est provisoirement accueillie par une entreprise qui l'héberge et qui a investi de l'argent dans son projet. Oh, ça donne envie de travailler ici. Hein. Oui, voilà. Donc c'est ici, c'est TaskHub. Donc on a reçu 50 000 €, donc c'est 40 000 livres, contre des parts dans l'entreprise. Et on a cet espace ici qui nous est offert gracieusement. En plus, on est présenté à énormément d'experts dans l'industrie technologique, dans le marketing, la commercialisation des produits. Donc c'est super. Donc on vous prend par la main en fait? Complètement. L'esprit, c'est de rester ici quelques mois, de nous préparer pour nous envoler.
Elle va donc rester 9 mois dans ses locaux, prise en charge, aidée, le temps de mettre sur orbite TaskHub, le site de service à domicile qu'elle vient de créer. Aurore profite donc pleinement du coup de pouce qu'on lui offre et d'un état d'esprit général très favorable à l'entreprise. Ça, c'est notre outil de travail. Les gens, je trouve, quand on leur dit, par exemple, je monte mon entreprise, ils sont tous excités pour moi. Excités, pas excités, enthousiastes. Ils sont enthousiastes. Ça, c'est une grande différence. C'est quelque chose qui nous pousse à le faire. Quand on a un tel enthousiasme autour de nous, on a envie on se sent supporté. Et quand on dit qu'on veut entreprendre, qu'on veut être entrepreneur, c'est toujours bien reçu ici. Ici, démarrer sa société serait donc vraiment plus simple. Mais après, une fois qu'elle est lancée, comment ça se passe? Le patron avec qui nous avons rendez-vous maintenant est français lui aussi. Il s'est installé de l'autre côté de la Manche il y a 6 ans. Raphaël a 41 ans, c'est un entrepreneur expérimenté. Il pilote NetBooster, une société spécialisée dans le marketing. Elle vend à ses clients de la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, sa boîte fait travailler une centaine de salariés à Londres et plus de 500 dans le monde. Et les affaires marchent plutôt pas mal puisque NetBooster a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros. Bonjour, hi. Bonjour. Thomas Soto, on fait un petit tour du propriétaire. Premier avantage, une vue imprenable sur la chambre de la reine. Là, on le voit bien, vous voyez Buckingham Palace. Voilà, c'est pas la motivation, mais... Promoteur immobilier. Mais normalement, on voit bien. Et vous la voyez sortir? Quand elle va au Parlement faire son discours avec son carrosse, on la voit passer. Voilà. Mais ce n'est pas seulement pour la reine Elisabeth que Raphaël a posé ses valises ici. Il est aussi très bien placé pour connaître les différences qu'il y a entre être patron en France ou en Angleterre. L'activité que vous avez aujourd'hui ici, elle ne serait pas possible à Paris, à Lyon, à Marseille? Bien sûr, ça l'est. Mais nous, on est déjà à un niveau, à une taille d'entreprise qui fait qu'on se débrouille. Moi, je me rappelle, au début, j'habitais en France. Quand j'ai créé mon premier business, j'ai reçu des tonnes de factures, de demandes d'appels, de cotisations. Je ne comprenais rien du tout. Et on me demandait plus que ce que je gagnais dès le début. Et ici, il n'y a pas ça? Non. On vous aide. Dès le début, vous avez une exonération. Et après, quand vous commencez à gagner de l'argent, bien sûr, vous contribuez. Et même quand une entreprise contribue, c'est beaucoup moins qu'en France. Et elle est là, la grande différence. Ce qui fait venir les sociétés françaises, c'est une fiscalité bien plus avantageuse pour elles. Chez nous, l'impôt sur les sociétés est d'un peu plus de 33% et il devrait augmenter l'an prochain. En Grande-Bretagne, c'est 24% maximum aujourd'hui et ça baissera en 2013. La souplesse anglaise qui plaît tant à Raphaël, ses salariés la vivent aussi au quotidien. Aurélie a 26 ans, sans expérience, elle a tout de suite décroché un job payé 2500 € par mois. Pour elle, c'est sûr, du boulot, on en trouve plus facilement de ce côté de la Manche. En France, ça reste quand même très figé par rapport à ses études, par rapport à son expérience passée. Ici, c'est quand même beaucoup plus libre et beaucoup plus basé sur l'expérience personnelle, le mérite. Un marché plus souple, mais aussi beaucoup plus dur quand les choses se passent mal. Si demain vous êtes viré, vous avez du chômage ou pas ici, Aurélie? Le chômage est minime, c'est vrai, c'est un petit chômage. Ça veut dire que c'est combien? Ce serait combien? Il me semble que c'est de l'ordre de 30 pounds par semaine, donc du 150 150 € par mois. 150 € de chômage par mois, c'est vraiment pas lourd. Reste une impression générale, celle d'un quotidien plus simple en entreprise, qui ferait du pays un paradis pour patrons, mais est-ce aussi simple que ça? La capitale britannique est-elle en train de devenir un aspirateur à patrons français, lassés de payer trop d'impôts? C'est la question que nous sommes allés poser à un avocat d'affaires. Installé à Londres depuis 12 ans, sa spécialité, c'est de développer le business d'entreprise française sur le sol anglais. Ça fait partie de son quotidien. Il s'appelle Alexandre Terrasse. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez plus d'appels d'entrepreneurs français, de riches français qui vous disent « Je veux venir m'installer à Londres parce que là-bas, je me fais matraquer et ici, je paierai moins ». Plus qu'il y a un an, non. Non, je dirais que ce n'est pas le cas. J'ai toujours beaucoup de travail, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce que les choses ont changé récemment ? Je dirais que non. Pas plus de clients aujourd'hui qu'hier pour Maître Terrasse. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, certains des plus fortunés, tentés par l'exil, n'ont pas attendu l'élection de François Hollande pour délocaliser leurs affaires. Et puis, ça peut compter aussi, la vie à Londres est hors de prix. C'est une des villes les plus chères du monde. À titre de comparaison, là-bas, un ticket de métro vendu à l'unité vous coûtera plus de 5 €. À Paris, c'est 1,70 €. Mais le gros problème à Londres, c'est pour se loger.
Les businessmen veulent bien sûr des appartements haut de gamme, forcément bien placés, et c'est là que ça se complique. Bonjour. Bonjour. Géraldine Ménaché. Ça fait 5 ans que Géraldine vit à Londres. Agent immobilier, elle connaît parfaitement le marché et en ce moment, elle cherche un logement pour un homme d'affaires. Nous accompagnons Géraldine au cœur du quartier de South Kensington. Elle vient pour y visiter un appartement que va lui présenter un de ses confrères. Donc voilà la réception. C'est un appartement de 2 chambres de 118 mètres carrés qui est à 3 250 000 livres. Pardon ? 3 250 000 livres ? Oui. Pour un 110 mètres carrés ? 118. C'est hors de prix. C'est cher, c'est une adresse qui est très prestigieuse, qui est très recherchée, et c'est malheureusement les prix de South Kensington, c'est ce que c'est devenu. Ça veut dire qu'ici, on est presque à 35 000 € le mètre carré pour un appartement certes refait à neuf, mais qui à ce prix-là n'offre que 2 chambres. Et encore, c'est presque bon marché. Dans les quartiers les plus huppés de Londres, les prix peuvent grimper jusqu'à 70 000 € le mètre. Et surtout, n'allez pas imaginer que vous allez pouvoir discuter les prix. Je pense que celui-là est un peu cher parce qu'il a été refait à neuf et qu'il essaye d'avoir un premium, donc ça doit être négociable un petit peu. Sinon, ce qu'il dit est juste, c'est que souvent les appartements partent au-dessus du prix demandé. En résumé, c'est vrai, ici les Français sont les bienvenus. Mais pour avoir le droit de fouler le tapis rouge déroulé par David Cameron, il ne faut pas oublier un détail important, venir avec sa carte Gold. Voilà, une petite citation avant de se quitter. Elle est signée Alexandre Dumas, fils. Dans La Dame aux camélias, il écrivait « L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître à méditer ». Merci à Jean-Bernard Schmitt et à la rédaction de Capital, Laurent Renaudy et la production, réalisation des plateaux extérieurs signé Jean-Yves Charpin. Dans un instant, cette enquête exclusive, Bernard de la Villardière, retour sur l'itinéraire d'un terroriste français, Mohamed Merah. Très bonne fin de soirée, bon courage pour la semaine et à dans 15 jours. Bonsoir. Thank you.